L'art moderne ne peut naître que lorsque les signes deviennent des symboles. Un fond très clair est composé de formes nuageuses colorées, disposées en franges successives dont les couleurs se transforment les unes dans les autres. Violet, vert jaune, bleu ciel. À gauche, une zone claire à dominante jaune. Elle est striée de nombreuses lignes fines, parallèles ou rayonnantes, de figures géométriques, cercles, demi-cercles, carrés, rectangles, trapèzes. À droite, une zone sombre et dense à dominante rouge et bleue, où se chevauchent de manière plus compacte carrés, cercles, losanges, damiers, figures contournées. Elle est traversée en diagonale par une épaisse ligne sinueuse noire et une barre, elle aussi noire, surmontée de triangles sombres. Les formes sont toutes situées à l'intérieur du rectangle de la toile. Le cadrage ne coupe aucune figure. Peint entre mars et mai 1925, Jaune, rouge, bleu a été exposé dès l'été à Zurich, puis l'année suivante dans diverses galeries. Vassili Kandinsky avait 60 ans. La toile n'a pas été vendue. Mise en dépôt par Nina Kandinsky, la veuve du peintre, au Musée national d'art moderne de Paris, le tableau ensuite fait partie d'une donation lors du transfert des collections du musée vers le centre Georges Pompidou, ouvert en 1977. Cette donation était complétée en 1981 par le legs de tout le fonds d'atelier du peintre. Le tableau est composé d'un châssis ordinaire du commerce sur lequel est clouée une toile de lin enduite d'une préparation d'un blanc légèrement cassé. De nombreux pigments ont été utilisés. Certaines surfaces sont pleines et unies. D'autres montrent des effets de dégradé et de dilution analogues à ceux obtenus avec l'aquarelle. Les lignes droites ont sans doute d'abord été tracées à la règle et les cercles au compas. De loin, ces figures paraissent régulières. De près, on observe que le traitement est plutôt libre, que les formes ne sont pas aussi strictement délimitées. Les couleurs sont mates et disposées en aplats. Quelques surfaces ont cependant été réalisées à l'aide d'une peinture émaillée qui réfléchit la lumière. Il n'y a que peu d'empattements. Les touches ne sont visibles que dans ces empattements. Partout ailleurs, les couches de peinture sont légères, la toile très peu chargée. Au revers sont inscrits à la peinture noire le monogramme du peintre, le numéro d'inventaire, 314, la date, 1925, et le titre en allemand, Gelb, Rot, Blau, c'est-à-dire jaune, rouge, bleu. Ces indications sont reportées dans le catalogue domestique, une suite de cahiers où Kandinsky enregistre ses œuvres à l'aide d'un croquis sommaire. Il figurent aussi les dimensions du tableau, 1,27 m sur 2 m. Jaune, rouge, bleu est souvent cité comme un tableau exemplaire de l'art abstrait. Kandinsky est en effet un des tout premiers à avoir produit de façon continue des œuvres non figuratives. Il est aussi un des premiers peintres à avoir fait la théorie de cette nouvelle forme d'art. Alors qu'il était encore étudiant à Moscou, hésitant entre plusieurs orientations, Kandinsky fut marqué, lors de la visite d'une exposition, par une des meules de Monet. J'étais incapable de la reconnaître.
et ne pas la reconnaître me fut pénible. Je trouvais également que le peintre n'avait pas le droit de peindre d'une façon aussi imprécise. Je sentais confusément que l'objet faisait défaut au tableau, et je remarquai avec étonnement et trouble que le tableau non seulement vous empoignait, mais encore imprimait à la conscience une marque indélébile, et qu'au moment toujours les plus inattendus, on le voyait avec ses moindres détails flotter devant ses yeux. Né à Moscou et orienté vers le droit, Kandinsky a décidé de se consacrer à la peinture seulement à l'âge de 30 ans, en 1896. Il s'établit à Munich. Ses premières œuvres témoignent de recherches éclectiques, paysages néo-impressionnistes à large touche, ou encore scènes médiévales russes dans le style fin de siècle des illustrations pour contes de fées, princesses et chevaliers abondent. Le thème du cheval est constant. Kandinsky fonde l'association Phalanx, très voisine du Jugendstil. Il organise des expositions. En 1909, il crée la nouvelle association d'artistes de Munich et achève un premier livre théorique, Du spirituel dans l'art, qu'il publiera 2 ans plus tard. Dans Improvisation 3, les formes sont simplifiées, mais encore reconnaissables. La touche balaye la surface en diagonale, les coloris sont très vifs, mais pas du tout naturalistes. Avec Franz Marc, Kandinsky crée en 1911 Der Blaue Reiter, le cavalier bleu, qui sera l'un des courants les plus vivants, quoique fort bref, de l'expressionnisme allemand, et qui se résumera en l'unique numéro d'un almanach et 2 expositions. Kandinsky, à cette époque, classe ses tableaux achevés en 3 catégories. Les impressions font encore allusion aux personnages et aux objets. Impression 5, parc. Impression 3, concert. Les improvisations traduisent les élans subjectifs du peintre. Improvisation 19. Improvisation 34, Orient. Enfin, les compositions correspondent à une pure recherche de l'abstraction. Composition 6. Composition 7. Peu à peu est né un nouvel espace pictural. Les repères ont disparu. Il n'y a plus ni sol, ni ciel, ni horizon. Et dans la fenêtre de la toile flottent des formes qui ne sont pas attribuables à des objets précis. Dans le tableau à la tache rouge de 1914, la touche était encore vibrante, multipliée, divisée à la manière des post-impressionnistes, et la composition saturée, explosive. Avec Dans le gris de 1919, même tourbillon, mais dans des valeurs atténuées et sur un fond gris. Les surfaces de couleurs sont plus compactes, plus unies. Désormais, les œuvres dites abstraites entreront en concurrence avec les figuratives, et en quelques années, celles-ci finiront par disparaître complètement. Rentré en Russie à la déclaration de guerre, Kandinsky participe aux réformes dans l'enseignement artistique qui suivent la révolution bolchevique. Il a un temps beaucoup d'activités, mais se voit mis à l'écart par les constructivistes, partisans d'une abstraction strictement géométrique et architecturale. Il quitte la Russie en 1921 et accepte un poste au Bauhaus. Fondé à Weimar en 1919 par l'architecte Walter Gropius et transféré à Dessau 6 ans plus tard, le Bauhaus, ou Maison de la Construction, est une école des beaux-arts issue d'un projet ambitieux. L'architecture est la synthèse des arts plastiques. Artistes et artisans, maîtres et étudiants ne doivent plus être séparés. L'esthétique industrielle doit allier le beau à l'utile. Le style fonctionnel du Bauhaus marquera tout le XXe siècle.
Kandinsky occupe le poste de maître de forme à l'atelier de peinture murale. Il est aussi chargé, avec Paul Klee, d'un cours sur la théorie de la forme pour les étudiants débutants. Ces cours lui permettent de préciser ses principes et lui laissent des loisirs pour peindre. Dans le tableau intitulé « Sur blanc 2 » de 1923, sont en place tous les éléments qu'on retrouvera dans « Jaune, rouge, bleu ». Toute une tribu de figures personnalisées s'impose au regard du spectateur et se retrouve d'un tableau à l'autre comme les jalons d'un univers devenu soudain familier. Les tableaux, pendant ces années d'enseignement, montreront des formes surtout géométriques. Quelques cercles, 1926. Sur les pointes, 1928. 13 rectangles, 1930. Léger, 1930. Parmi les cours que donnait Kandinsky figurait le dessin analytique. C'était une sorte d'interprétation par le dessin des relations entre les objets et des structures mêmes de ces objets. Ainsi, à partir d'une série de photographies de la danseuse Grete Paluca, il traduit les axes du corps en groupes de lignes qui suggèrent les mouvements et les tensions énergétiques. Kandinsky voulait en faire une éducation de la vue, une façon de saisir les éléments constitutifs des objets, leurs lignes de force, les tensions qu'ils expriment. Ces réflexions, il les concrétise avec point, ligne, plan, essai d'une théorie de l'art. Pour le peintre, le point est l'être élémentaire. Aujourd'hui, un point dans un tableau dit beaucoup plus qu'un visage humain. La ligne, c'est le point qui a perdu le repos. Elle est direction, elle est tension. À la forme graphique de la ligne correspond la forme picturale de la couleur. À la verticale, à l'horizontale, aux diverses composantes du plan correspondent des couleurs ou des sonorités. Jaune, rouge, bleu rassemble de nombreuses figures dessinées qui rappellent les exemples donnés par Kandinsky dans son livre. Lignes fines ou épaisses, isolées ou assemblées en groupe, arcs de cercle, cercles, points, lignes sinueuses massives, réseaux, grilles, sortes de portées musicales. Toutes ces figures définissent des espaces colorés ou bien créent des tensions contradictoires ou encore introduisent rythme et résonance. Elles sont comme les dessins épurés de phénomènes plus vastes, comme les allusions linéaires, abstraites, à un monde plus complexe encore. Elles rappellent les formes tourmentées d'étoiles précédentes, composées depuis 1910. Mais les formes lobées de droite annoncent aussi le futur. Après la fermeture du Bauhaus par les nazis, Kandinsky s'exile à Paris et y développe avec humour et légèreté tout un monde coloré, marqué par le grouillement microscopique et l'exubérance de la vie. De prime abord, jaune, rouge, bleu semble aussi une application des théories sur la couleur enseignées à l'époque par Kandinsky. Mais tout en s'appuyant sur les théories scientifiques modernes et en les intégrant à ses cours, le peintre privilégie l'opposition entre le bleu et le jaune formulée par Goethe dans sa théorie des couleurs. Ainsi, dans jaune, rouge, bleu, pour rappeler les qualités propres de ces deux couleurs, le peintre a concentré les figures noires à droite, autour du bleu, et les figures claires ou blanches à gauche, autour du jaune. Les grilles colorées sont plutôt rassemblées au centre, autour du rouge. Le jaune, enclos à l'intérieur de la surface rectangulaire à gauche, s'oppose donc au cercle bleu de droite. Le rouge est situé entre eux. Ainsi, les trois couleurs primaires, qui donnent leur titre au tableau, sont placées dans l'ordre de lecture.
de gauche à droite, et se chevauchent, même sur leur marge, donnant naissance aux couleurs secondaires. Il y a ainsi des transitions pourpres et violettes entre le rouge et le bleu, et des oranges entre le jaune et le rouge. Et en particulier ce petit rectangle orange qui, à lui seul, résume ce passage. Parmi les travaux que donnait Kandinsky à ses étudiants, figuraient des exercices sur le contraste simultané. Si deux couleurs diffèrent par leur clarté, la plus claire paraît encore plus claire, la plus sombre encore plus sombre. D'autres exercices étaient pratiqués sur les échelles de tons, sur les mélanges de couleurs, sur les complémentaires, sur les contrastes de clarté. Dans jaune, rouge, bleu, plusieurs de ces systèmes se retrouvent. Le jaune devient plus vert, et donc plus froid, dans la zone brumeuse, en haut à gauche. Le cercle bleu, en s'ouvrant, semble laisser échapper vers la gauche toutes sortes de figures, jaune, rouge, pourpre, violet, qui réchauffent le centre de la toile. L'opposition de base est partout répercutée. Nuée jaune autour du bleu, nuée bleue autour du jaune. Et la partie gauche du tableau est bordée de violet, couleur complémentaire du jaune. Autres oppositions, cercle blanc, cercle noir, carré noir et blanc du damier. Mais ce qui accaparait surtout l'attention de Kandinsky, c'était les rapports entre couleurs et formes. Son désir profond de la synthèse des arts lui avait fait attribuer des teintes aux formes élémentaires. En découlent aussi pyramides, cubes et sphères. Le peintre n'applique pas ces principes de manière aussi stricte dans ses propres peintures. Dans jaune, rouge, bleu, le bleu est bien un cercle. Et il y a plusieurs carrés ou losanges dans la zone rouge formant une grande croix. Mais le jaune ne correspond pas à sa figure de base, le triangle. Il apparaît sous la forme d'un rectangle ouvert. Kandinsky s'intéressait aussi aux liens entre couleurs et sons, thème qui, à l'époque, passionnait plusieurs compositeurs. Alexandre Scriabine, en 1908, avait tenté de créer un clavier à lumière où des teintes précises correspondaient à des tonalités définies. L'idée d'une correspondance couleur-son attire aussi Arnold Schoenberg, très lié pendant un temps avec Kandinsky. Le peintre avait lui-même, avant la Première Guerre mondiale, écrit plusieurs compositions scéniques alliant peinture, musique, chorégraphie et lumière. Les couleurs y étaient parfois comme de véritables acteurs. Plans et maquettes furent préparés par le peintre, mais ces essais n'eurent pas de suite de son vivant. Ce rêve d'une synthèse des arts entraîna plusieurs fois Kandinsky dans d'autres projets. Ainsi, en 1922, il compose une suite de peintures murales pour l'exposition de la Jury-Frei à Berlin. Les murs d'une grande pièce octogonale avaient été couverts de toiles noires, sur lesquelles se détachaient des motifs clairs et contrastés. Le visiteur était immergé dans un espace purement pictural, illusoire. En avril 1928, le peintre crée des décors et des costumes pour une représentation des tableaux d'une exposition de Moussorgsky. C'est pour lui à la fois un regard nostalgique jeté sur le passé russe et une transposition théâtrale des formes et des couleurs de sa peinture. Au moment même où l'abstraction s'imposait avec tant d'évidence à Kandinsky, d'autres peintres en Europe connaissaient de semblables révélations. Piet Mondrian, son contemporain hollandais, est marqué lors de son séjour à Paris par le cubisme. Dès lors, il privilégie le graphisme, élimine la couleur. Enfin, il supprime toute référence à des objets et à la tridimensionnalité pour s'acheminer vers des systèmes graphiques de plus en plus dépouillés, mais obéissant à des règles complexes. Des lignes horizontales ou verticales
délimitent des plans colorés et participent à une rythmique. Comme Kandinsky, Mondrian est un théoricien qui défend ses positions par des écrits. Casimir Malevich, qui a débuté par des peintures d'inspiration impressionniste puis fauve, participe aux manifestations de l'avant-garde russe à Moscou et à Saint-Pétersbourg. En 1915, il montre ses premières toiles abstraites et publie son manifeste du suprématisme. Attaché à la forme et à son rapport à l'espace, il prétend atteindre à l'essence même de la forme et élever la peinture à la perfection, au suprême. À partir des années 20, l'abstraction devient un des courants dominants dans le monde, avec ses manifestes, ses écoles, ses tendances. Les partisans de l'art abstrait pensent qu'il est le stade le plus achevé d'une évolution calquée sur le modèle du développement technique. Mais des peintres, parmi les plus importants, restent toujours attachés à la figuration. Malgré son succès et son expansion mondiale au cours du XXe siècle, l'art abstrait a suscité bien des réticences. Le principe de composition adopté dans une toile comme jaune, rouge, bleu crée un certain arbitraire. Le code étant inventé par le peintre lui-même, le tableau ne s'offre pas immédiatement à la lecture. Mais tout visiteur de musée se pose ou pose à d'autres les inévitables questions. Qu'est-ce que ça représente? Ou encore, qu'est-ce que ça signifie? Certains proposent de n'y voir que la stricte application des cours théoriques du Bauhaus, succession des couleurs primaires, opposition entre complémentaires, contraste de clarté, polarité jaune-bleu, association forme-couleur. La toile serait ainsi à lire comme une sorte d'équation appliquée entre la pédagogie et la démonstration savante. D'autres préfèrent insérer le tableau dans l'histoire des formes. Kandinsky, par ses plans transparents, ses damiers en récession et l'équilibre de sa composition, aurait cherché à créer une sorte de symphonie constructiviste. Le grand rectangle jaune ou la croix rouge évoquerait aussi Malevich. Pour d'autres auteurs, au contraire, formes et couleurs seraient à l'opposé des couples noir-blanc prônés par Malevich ou par Mondrian. Et l'on pourrait même lire le tableau comme une réaction parodique à l'univers ascétique du Bauhaus, avec lequel le peintre était loin de s'accorder. Cependant, trop insister sur les antagonismes, c'est oublier que Kandinsky, par son tableau, les réconcilie dans un esprit de synthèse. D'ailleurs, ces antagonismes ne sont jamais stricts. Les mêmes motifs se répètent avec des variantes. Des oppositions ne sont pas systématiques. Le spectateur qui scrute un tel tableau peut difficilement s'empêcher d'y ordonner les lignes et les couleurs, de les faire coïncider avec des éléments figuratifs. Ainsi, dans la surface claire de gauche, il est difficile de ne pas percevoir des formes familières. Un profil humain à l'œil rouge et noir qui rappelle les têtes composées ou encore des figurations du soleil. Soleil en éclipse ou même soleil symbolisé par des rayons et qui peut être vu aussi comme un œil stylisé. Dans la partie droite, on distingue des formes organiques contournées. Un auteur en conclut qu'il faut voir dans ce tableau une allégorie des sens et de l'opposition couleur-musique. Aux images stylisées de l'œil et de la lumière, à gauche, correspond l'allégorie de l'oreille, représentée à droite par les formes lobées. La ligne noire et sinueuse, à droite, évoque la queue d'un monstre ou un serpent. Les masses bleues, rouges, violettes autour évoquent la lourdeur animale. La barre rectiligne noire, telle une lance, maintient cette ligne dans la partie droite.
un auteur évoque le combat de Saint Georges contre le dragon. Kandinsky possédait une icône du XIXe siècle représentant Saint Georges. À plusieurs reprises, le peintre a traité ce thème, qui concentre d'ailleurs deux des motifs les plus courants de son œuvre, le cheval et le combat. L'affrontement qui se déroule dans jaune, rouge, bleu a lieu sur un fond chargé de nuées colorées, mouvantes et évanescentes. Nous sommes donc dans un espace évoquant une scène céleste, infinie, un espace auquel la peinture classique a eu souvent recours. Le peintre transforme les couleurs en des personnages mythologiques qui se fuient, se combattent, se retrouvent et s'accouplent, engendrant de nouvelles couleurs et de nouvelles formes. Si l'on repart des présupposés théoriques du peintre, le tableau est aussi la traduction d'une philosophie personnelle. Dans ses écrits, Kandinsky insiste sur l'opposition extérieure-intérieure et affirme la prééminence absolue d'une nécessité intérieure. La forme est l'expression extérieure du contenu intérieur. Le tableau relève de l'extase, de l'illumination, de l'apparition. La toile est comme une surface vierge où viennent s'inscrire des formes graphiques profondes, une traduction de la pensée, de l'invisible. La création de l'œuvre est une création du monde. Le peintre a été très influencé par la théosophie de Rudolf Steiner, cette résurgence de spiritualisme en réaction contre la société technique de la fin du XIXe siècle. Dans sa lignée, Kandinsky croit à l'avènement d'un temps où régnera la grande spiritualité. Et le peintre lie ses réflexions à sa théorie de l'art. Plusieurs de ses toiles sont sans doute des tentatives pour traduire certains états mystiques. Les formes rondes entourées de halos, les nuées lumineuses et colorées, sont peut-être inspirées d'écrits théosophiques. Il s'agirait de montrer la supposée aura de l'âme humaine, de rendre les courants spirituels par les vibrations des lignes, des couleurs et des formes. Mais si Jaune, Rouge, Bleu rappelle discrètement ces thèmes nébuleux des années symbolistes, il marque aussi un effort pour aller vers la rigueur décorative du Bauhaus. Le tableau serait ainsi la trace de l'ambivalence des sentiments de Kandinsky à cette époque. Le peintre a sans doute été influencé aussi par la religion chrétienne orthodoxe. Dans les icônes russes, il y a des décors stylisés ou géométriques, des damiers, des pointillés, des carrelages, des signaux liturgiques noirs et blancs. Il est difficile de ne pas mettre en parallèle ces images avec celles de Malevich ou de Kandinsky. Mais la parenté n'est pas seulement plastique. Peut-être faut-il voir dans la naissance de l'abstraction au début du XXe siècle le retour d'un courant iconoclaste. À Byzance, au 8e et 9e siècle, les iconodules, partisans des images, s'opposèrent aux iconoclastes, adversaires de toute représentation des figures divines. Ce refus de la représentation des corps, parfois même des objets, ressurgit au cours des siècles dans les courants mystiques ou prophétiques. Si Dieu a fait l'homme à son image, l'homme ne doit pas se risquer à représenter la figure divine, ni aucune de celles qui en découlent. La grande spiritualité n'est pas advenue, mais les tableaux de Kandinsky sont dans les musées, ces nouveaux lieux de pèlerinage. Et ils offrent toujours aux visiteurs leurs combats furieux, leurs cascades de formes querelleuses, leurs catastrophes énigmatiques. J'arrivais chez moi avec ma boîte de peinture après une étude, encore perdu dans mon rêve et absorbé par le travail que je venais de terminer, lorsque je vis soudain un tableau d'une beauté indescriptible, imprégné d'une grande ardeur intérieure.
Je restai d'abord interdit, puis je me dirigeai rapidement vers ce tableau mystérieux, sur lequel je ne voyais que des formes et des couleurs et dont le sujet était incompréhensible. Je trouvai aussitôt le mot de l'énigme. C'était un de mes tableaux qui était appuyé au mur sur le côté. J'essayai le lendemain de retrouver, à la lumière du jour, l'impression éprouvée la veille devant le tableau. Mais je n'y arrivai qu'à moitié. Même sur le côté, je reconnaissais constamment les objets, et il manquait la fine lumière du crépuscule. Maintenant j'étais fixé. L'objet nuisait à mon tableau.